Bonjour. Mieux communiquer, c'est un but qu'on poursuit dans les centres de recherche présentement. Aujourd'hui, nous allons entrevoir de quoi seront faites les communications de demain. Et puis, il sera question d'un service bien contemporain, celui-là même traditionnel, les revues de presse qui sont aussi en train de s'informatiser. Les Québécois appelés à vivre ou à voyager en Europe sont bien heureux d'apprendre qu'une sélection de nos meilleures émissions de télévision sont maintenant diffusées là-bas. Même à Berlin, par un beau lundi soir, il est maintenant possible de regarder notre télévision. Aujourd'hui, on vous présente une profession qui s'est hissée au rang des fonctions stratégiques au sein des entreprises. Il s'agit des relations publiques. Michel, je te remets ta revue de presse. Ah oui. Elle est volumineuse ce matin. Ah oui, c'est vrai, merci bien. On a pris l'habitude de dire que pour chaque journaliste qui exerce son métier dans un média d'information, il y a un relationniste qui travaille au sein d'une entreprise ou d'un organisme gouvernemental. Cette figure de style est un indice de l'importance grandissante que prend le métier de relationniste dans toutes les entreprises. Oui, c'est Christian. Ah oui, bon, ben, je voulais t'informer qu'on vient de recevoir la revue de presse ce matin. Et la conférence de presse qu'on a faite hier a été très bien couverte par les journaux. C'est une fonction d'administration ou une fonction de management, au même titre que la fonction de marketing, de production, de finance à l'intérieur d'une organisation. C'est-à-dire que les entreprises, les organisations aujourd'hui ont besoin de la fonction relations publiques pour atteindre véritablement leur objectif. Il ne leur suffit plus de produire un bien ou un service ou de le mettre en marché. Il faut que par rapport à l'opinion publique et par rapport à leurs différents publics, ils aient une bonne image et qu'ils aient de bonnes relations avec leur public. Et c'est notre champ d'opération. Le rôle des relationnistes a évolué considérablement depuis 20 ans. Les dirigeants d'entreprise font de plus en plus appel aux services de conseillers en relations publiques qui sont chargés de soigner et d'entretenir des relations harmonieuses avec leur public et leurs clients. On vit dans un monde de plus en plus complexe. Les entreprises elles-mêmes sont complexes. Quand on pense que des entreprises, c'est commun, fréquent maintenant dans le monde, des entreprises qui ont 60 000, 100 000 employés à travers le monde dans 50 pays. Les relations à l'interne dans cette entreprise-là sont très complexes, mais elles sont également complexes au niveau des relations de l'entreprise avec les milieux où elle fait affaire. Pensons par exemple à Hyundai qui s'est établi au Québec. Il faut que cette entreprise sache comment ça marche ici, qui fait quoi au Québec. Il ne faut pas qu'ils mettent les pieds dans les plats. Il faut qu'ils soient conseillés dans leur relation avec la nouvelle communauté où ils viennent s'établir. Particulièrement dans notre société, ça s'est développé de façon extraordinaire. Vous savez que les relations publiques sont nées un petit peu à la faveur de notre régime capitaliste et c'est né surtout aux États-Unis au début du siècle. Mais ça s'est donc développé plus dans certaines sociétés et dans la société québécoise en particulier, on a connu un essor remarquable depuis 10 ou 15 ans. Il existe présentement au Québec 75 bureaux de relations publiques qui emploient entre 300 et 400 personnes. Les 5 firmes de relations publiques les plus importantes génèrent à elles seules quelques 13 millions de dollars de chiffre d'affaires annuellement. Nous devons essentiellement être des gestionnaires de l'opinion publique. Ça suppose qu'on comprend les problèmes qui se posent dans la société, les attitudes des gens, des organisations, etc. Ça suppose certaines autres qualités, notamment de très bien savoir maîtriser l'écriture, dans certains cas, l'audiovisuel également. Pour lundi, pas de problème. L'autre conférence de presse, Québec. Je comprends que immédiatement après la conférence de presse de Montréal lundi et celle de Québec mardi, il y a une tournée régionale pendant les 2 semaines qui suivent dans les principales villes du Québec. Oui, tout à fait. Ça aussi, ça a été là, planifié. Ça va bon train. À Rouen, c'est donc pratiquement réglé. Fondamentalement, les relationnistes font la même chose, mais il est vrai qu'il y a d'une part des gens qui sont à l'intérieur de l'entreprise ou d'organisation et qui ont cette fonction de relationniste, qu'ils soient vice-président, directeur de relations publiques, etc. Par ailleurs, les entreprises, les organisations font de plus en plus appel à des gens de l'extérieur. Pourquoi?
C'est à la fois pour suppléer, dans certains cas, un besoin immédiat. un besoin immédiat. Oui. Il y a des mandats très spécifiques qui peuvent être confiés et qui demandent vraiment une expertise particulière qu'ont les conseillers en relations publiques, ou on va faire appel encore à des gens de l'extérieur à un certain moment donné parce qu'on veut des points de vue nouveaux, différents, sur l'opinion publique, par exemple, de telle sorte que l'industrie, comme on l'appelle, des relations publiques, s'est développée beaucoup, c'est-à-dire les bureaux conseils, les cabinets conseils en relations publiques. Un fait intéressant, c'est que les relationnistes du Québec ont maintenant ouvert des bureaux dans plusieurs capitales du monde. C'est la preuve que les grandes entreprises du Québec prennent de plus en plus de place sur les marchés d'exportation. Et d'autre part, en fait, c'est le phénomène inverse. Des firmes mondiales de relations publiques prennent racine ici à Montréal. Les communications représentent un marché très important. Un chiffre à titre d'exemple, on effectue plus de 30 milliards d'appels téléphoniques chaque année au Canada seulement. Pas étonnant donc que les grandes sociétés investissent des millions de dollars dans la recherche. C'est bien sûr dans les centres de recherche que sont conçues les nouvelles techniques de communication. Les centres de recherche comme celui-ci. Mais ce dernier est un petit peu particulier puisqu'il résulte d'une entente entre l'université et l'industrie. Peu de gens soupçonnent que ce bâtiment de l'île des Sœurs abrite une équipe de scientifiques de calibre international dans le domaine de la recherche en télécommunication. Nous nous intéressons ici aux recherches Bell Norton de questions comme l'acoustique, les systèmes de transmission, en fait, la construction même de l'appareil. Nous nous intéressons aux lignes téléphoniques, nous nous intéressons aux systèmes de contrôle, en fait, ce qu'on appelle les commutateurs numériques, qui de nos jours, des DMS exactement. Et en fait, même entre DMS, il y a des systèmes de transmission. Alors, aux recherches Bell Norton, nous nous intéressons à la recherche et au développement de tous ces produits-là. Ici, au laboratoire de Montréal, nous nous intéressons en fait à l'unité de supervision, ce qui regarde un peu les lignes téléphoniques qui vont chez les différents abonnés, la surveillance des commutateurs, la surveillance des systèmes de transmission. Alors, ici à Montréal, nous faisons du développement exploratoire de systèmes de contrôle qui permettent la bonne exploitation du réseau. En plus d'accueillir des chercheurs de Bell Northern, cet édifice comprend aussi un centre universitaire de recherche et de formation. Il s'agit de l'INRS Télécommunications. L'association date en fait de très peu de temps après la fondation même du laboratoire de Montréal, il y a une dizaine d'années. Alors au début, les deux petits groupes en fait ont décidé de s'associer et de commencer les recherches dans des domaines très spécifiques comme le traitement de l'information. Si nous prenons comme point de départ juste un partage de ressources, qu'il y ait deux partenaires qui assument les coûts de laboratoire de recherche, ça c'est juste un seul point de contact entre l'industrie et l'université. Le fait que l'INRS Télécommunications est physiquement dans les lieux des recherches Bell Northern donne un autre côté pour nos étudiants, par exemple. Le fait que leur formation est faite déjà au sein d'une industrie leur donne certainement un avantage sur le marché du travail plus tard. Quels sont les principaux projets, justement, auxquels vous travaillez? Il y a 3 programmes de recherche. Il y a un programme en communication visuelle qui traite généralement la télévision numérique. Il y a un deuxième programme de recherche en communication verbale, qui veut dire le traitement par ordinateur de la voix. Synthèse et reconnaissance de la parole. Synthèse, codage, reconnaissance de la parole. Et puis un troisième programme en analyse mathématique de réseaux de télécommunications. Nous avons la recherche à court terme qui vraiment se traduit presque immédiatement dans quelque chose comme 1 an en développement de produits. Nous avons la recherche en temps moyen qui est quelque chose comme d'1 à 3 ans. La recherche qui vraiment a un risque assez peu élevé. Par exemple? On peut penser à la recherche qui se fait sur les ordinateurs, de la recherche qui se fait comme le traitement numérique des signaux en particulier, qui vraiment est d'application presque immédiate d'ici quelques années. Et ce genre de recherche est vraiment la recherche à risque très peu élevé.
C'est vraiment la spécialité de l'industrie. Du groupe, donc. Du groupe de recherche ici. À plus long terme, ce sera À plus long INRS terme, Communication. c'est exactement le genre de recherche qui intéresse l'INRS. Certains produits vedettes ont été mis au point ici, dans les laboratoires de recherche Bell Northern. Le système téléphonique Meridian, les commutateurs numériques DMS 100 et les systèmes automatiques de diagnostic des lignes téléphoniques. Mais l'une des principales caractéristiques de ce laboratoire, c'est qu'il se fonde sur une étroite collaboration entre l'équipe de recherche Bell Northern et les chercheurs universitaires de l'Institut national de la recherche scientifique. On retrouve maintenant dans les horaires de télévision publiés dans les journaux et magazines européens une nouvelle colonne. Une section qui comprend des émissions comme Peau de banane ou La Bonne Aventure. Et oui, certaines des émissions les plus populaires ici sont maintenant diffusées un peu partout en Europe, grâce à une nouvelle chaîne de télévision appelée TV5. Depuis janvier 86, 6 millions de téléspectateurs de 14 pays peuvent voir des émissions de télévision québécoises et canadiennes diffusées une fois la semaine sur TV5, une chaîne de télévision francophone par satellite. TV5, c'est un regroupement de 5 pays. La France, la Suisse, la Belgique, le Québec et le Canada, pays ou l'équivalent de pays, qui se sont regroupés pour diffuser en Europe, auprès d'une quinzaine de pays, des produits afin de pénétrer le marché européen et nord-africain. Alors, du côté québécois et canadien, on a formé un consortium de 8 organismes de production et de diffusion pour pouvoir diffuser en Europe, et non pas ici, sur le continent, des produits québécois et canadiens afin de les faire mieux connaître par les auditoires européens et nord-africains. Le consortium de télévision Québec-Canada, créé par les gouvernements québécois et canadiens, est composé des principaux diffuseurs et producteurs des secteurs publics et privés. La programmation établie par le consortium représente bien la diversité et la qualité de notre production. Elle comprend des continuités dramatiques, des émissions de variété et de musique, des émissions culturelles, des documentaires, des films et de dramatiques de toutes sortes. Chacun des organismes qui participent, alors je ne ferai pas la liste des 8 organismes, mais chacun des organismes met à la disposition de TV5 des productions qui ont déjà été produites et diffusées. Alors, par exemple, à Radio-Québec, depuis 15 ans que Radio-Québec existe, on a un inventaire de produits intéressants. Radio-Canada, Télémétropole, etc. Alors, on convient d'un certain nombre de produits qu'on met à la disposition de TV5 et on diffuse en Europe tous les lundis soirs, qui est la soirée québécoise et canadienne. Il y a quand même un phénomène un peu curieux, c'est que TV5 regroupe ici des entreprises de télédiffusion qui sont au départ concurrentes. Elle se vit comment, cette entente? Bon, il y a des objectifs qui sont des objectifs communs, donc ça permet à des concurrents, effectivement, nous sommes tous concurrents en territoire québécois et canadien, mais ça permet ces objectifs-là qui sont communs de nous réunir autour de ces objectifs. L'objectif, c'est de pénétrer des marchés. Éventuellement, il peut y avoir de l'intérêt pour chacun des partenaires à vendre à d'autres entreprises de radiodiffusion ou de diffusion en Europe les produits. Plus ils seront connus, plus les opportunités de vente pourront grandir. Vente de d'autres produits québécois et canadiens qui ne sont pas présentés. Il y a aussi une volonté gouvernementale qui est derrière la naissance de TV5, qui favorise la vitrine culturelle québécoise et canadienne, si on veut. Donc, il y a un double objectif. L'objectif commercial et l'objectif culturel, c'est une volonté gouvernementale à la base qui a été énoncée et qui a permis aux 8 entreprises de se regrouper autour de ces thèmes, de ces objectifs communs. On n'est pas sur notre territoire quand on parle de TV5, mais on est sur un territoire étranger et on sait qu'il est extrêmement difficile de vendre des produits québécois et canadiens sur les marchés étrangers. Pas uniquement pour nous, mais c'est très difficile de vendre en Europe ou aux États-Unis nos produits. On s'est dit, voilà une belle occasion de les faire plus connaître. Et si le public les apprécie, un jour les acheteurs le sauront et achèteront davantage les produits québécois et canadiens. En Europe, on assiste présentement à une augmentation sensible de la demande pour de nouveaux programmes. Dans ce contexte, la création du consortium Québec-Canada et l'offre de nos productions à TV5 arrivent à point, parce que le Québec peut fournir nombre de productions originales francophones. C'est un bon échange qui devrait permettre aux Européens de mieux connaître nos comédiens,
d'apprécier davantage le style des émissions d'ici et d'avoir un aperçu de notre façon de vivre. Comme première réaction, on sait déjà qu'effectivement, il y a un attrait significatif de la part des téléspectateurs parce que jusqu'à maintenant, il y avait la Suisse, la Belgique et la France. Malgré tout, ce sont donc des pays européens et qui ne sont pas étrangers dans le champ cognitif, pour prendre le langage universitaire, des Hollandais ou des Suédois ou des Allemands. Tandis que le produit québécois et canadien, c'est un produit qui a des caractéristiques beaucoup plus particulières que ces produits qu'on leur présentait jusqu'à maintenant. On est l'Amérique, jusqu'à un certain point aussi pour eux. Donc, il y a un phénomène de curiosité que l'on connaît déjà. Quant à l'appréciation véritable, si on veut être conséquent, il faut attendre les analyses. Avec l'implantation de l'informatique, la prolifération des banques de données, certains se demandent si les journaux ne sont pas appelés à disparaître. Faudrait peut-être pas parier là-dessus. CBF 16h23, Montréal Express. On part du non-respect de la liste des services essentiels par l'École bleue de la Ville de Montréal. Il y avait un reportage de Val Bernard et ça durait 3 minutes. Et ça complète la revue de presse pour le 18 février. Au revoir et à demain. Nombreux sont les spécialistes, quitte de l'informatique et des médias électroniques, à avoir annoncé la disparition progressive des journaux et des magazines au profit de l'information instantanée accessible au petit écran. La réalité d'aujourd'hui fait largement mentir ces prévisions. Non seulement l'édition de quotidiens, d'hebdomadaires et de magazines va très bien, mais de nouvelles avenues s'ouvrent dans le domaine de l'édition. C'est le cas des revues de presse. Nous offrons un service de coupure de presse à partir des émissions de nouvelles et d'affaires publiques. Pour le commun des mortels, là, nous, on est à la fois les yeux et les oreilles, c'est-à-dire qu'on a la possibilité ici d'écouter à la fois, simultanément, plusieurs stations de radio et de télévision sur l'ensemble d'un territoire donné. Ici, on est au bureau de Montréal de l'entreprise, alors on écoute 17 stations de la région de façon à retracer dans tout ce qui est nouvelles et affaires publiques les éléments qui intéressent directement les gens qui nous confient le mandat de relever tout ce qui est pertinent, là où on parle d'eux, là où on parle de sujets qui les intéressent, où on peut produire chez nous une revue de presse écrite qui, conjuguée à l'électronique, ramasse aussi les médias imprimés, les grands quotidiens, non seulement à la grandeur d'une province, là, du Québec, mais on le fait à la grandeur du Canada. Alors, ce qui nous permet d'une autre forme de rétroaction, à 8 heures le matin, de donner à nos clients une revue de presse pan-canadienne, combinant à la fois l'imprimé et l'électronique. Quels sont vos principaux clients? Ils appartiennent à tous les milieux, absolument à tous les milieux, autant de l'entreprise privée que des gouvernements, autant des services publics à la fois à caractère privé ou à caractère public, là, qui appartiennent à l'ensemble des citoyens. Ce sont aussi parfois des associations professionnelles, des associations d'entreprises, des regroupements d'affaires, des bureaux spécialisés dans certains services, comme par exemple des maisons de relations publiques, des conseillers en communication. Au total, la dizaine d'entreprises québécoises qui donnent des services de revue de presse atteignent un chiffre d'affaires évalué à environ 1,5 million de dollars. L'appareil gouvernemental dépense environ le même montant pour assurer sa propre production de revues de presse. Un véritable marché de l'information est en train de se mettre en place. Aujourd'hui, la majorité des grandes entreprises, les gouvernements, les agences gouvernementales ont déjà chez elles un service de revue de presse, mais qui se fait avec des techniques traditionnelles ou manuelles. Alors chacun essaie d'éplucher ou de découper les journaux, les périodiques, et de façon à recueillir l'information qui l'intéresse et la diffuser à l'intérieur de sa propre organisation. Alors tout ça, c'est un processus évidemment qui est très manuel, qui est long, qui est fastidieux et puis qui est forcément imprécis. D'abord, il faut que vous sachiez qu'un article existe avant de le découper et puis il faut que vous soyez capable de détecter l'information utile à l'intérieur de la découpure en question. Le phénomène d'informatisation des entreprises, qui est aujourd'hui relativement avancé, fait que la plupart des médias utilisent déjà couramment l'informatique au niveau de la saisie de leur information et de la préparation de leur texte. Il s'agirait de saisir directement à la source l'ensemble de l'information d'actualité
produites par les différents médias. Alors, on peut penser aussi bien à la grande presse d'envergure nationale qu'aux médias d'envergure régionale, quotidiens ou hebdomadaires, les périodiques et ainsi de suite. Alors, à partir de cette information-là, saisie directement au niveau de la salle des nouvelles, si vous voulez, il est possible de constituer un fichier collectif qui consolide toute cette information-là. Au niveau des médias écrits, le scénario d'informatisation des revues de presse est techniquement réalisable. Il nécessite toutefois des entreprises de presse la mise en commun de leurs ressources. Si ce pas était franchi, on assisterait alors à une profonde transformation du rôle des entreprises de presse qui, en plus de leur mission d'informer jour après jour, deviendraient de véritables courtiers en information. Louise, c'est votre téléphone qui sonne? Vous répondez pas? Non, je ne réponds pas. Donald, c'est mon dentiste qui m'appelle et cette semaine, j'avoue, je n'ai pas le courage, je ne réponds pas. Votre dentiste, vous avez un don de télépathie maintenant? Avec mon dentiste? Non. C'est l'avantage de mon téléphone. Voyez-vous, sur le petit écran que vous voyez ici, son numéro de téléphone apparaît. Donc, je l'ai identifié, c'était mon dentiste. C'est pas tous les téléphones qui ont un écran comme ça. Non, mais disons que c'est une période d'essai. On fait ça en ce moment en Ontario, à Peterborough. Il y a plus de 1000 foyers qui l'ont parce que dans cette région, on a toute la technologie informatisée adéquate. Et ça permet de filtrer les appels. Oui, très intéressant, non? Intéressant. Pensez si je recevais un appel importun, obscène par exemple, bien, je pense que ça pourrait peut-être aider à retracer les gens. Il y a un autre avantage aussi, peut-être plus commun. Vous savez, comme c'est ennuyeux, comme on perd du temps à parfois composer, recomposer un numéro de téléphone qui est toujours occupé. Bien, moi, mon téléphone me permet de savoir à quel moment la ligne est libre. Tout ça dans un petit téléphone, dans le fond, qui ressemble presque à celui qu'on avait avant. Et c'est pour quand ce service? Pour quand, je ne pourrais pas vous répondre. Maintenant, je sais qu'il y a bien des bureaux qui l'ont. Et puis, pour monsieur tout le monde, ça devrait venir dans peu de temps. On connaît comme ça avance si vite. Sûrement pas la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine. Nous, on revient la semaine prochaine pour une autre édition de Mediamag. On vous donne rendez-vous, donc. Merci, Louise. Merci. Et au revoir. Au revoir, mesdames, messieurs.